Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'antivirus et du sandboxing sur le FortiGate. Donc, premièrement, le FortiGate, il est capable d'avoir des fonctionnalités d'antivirus comme un antivirus qui est signature-based, donc qui est basé sur des signatures, ce qui veut dire que le, l'antivirus de signature va analyser tous les fichiers qui sont téléchargés dans l'ordinateur. Il va les comparer avec une base de données de signature malicieuse. S'il y a un match, c'est un virus qui est identifié. Le FortiGate possède également une base de données d'antivirus de signature malicieuse. Et aussi, il est capable de faire du sandboxing. Le sandboxing, c'est quoi? C'est quand l'antivirus il n'est pas certain si un fichier est malicieux ou pas, ou il n'était pas tout à fait sûr, il peut l'envoyer dans une machine virtuelle et le fichier sera détonné, donc il va être exécuté. Et la machine virtuelle va analyser le comportement du fichier pour déterminer si le fichier est malicieux ou non. Dans le fond, c'est des modèles de machine learning, d'intelligence artificielle qui est utilisé, qui va behavior-based. C'est un peu comme du ADR dans le back-end du sandbox. Donc, c'est le sandbox principalement. Le sandboxing, ça nous permet d'identifier des zero-day, donc des virus qui n'avaient pas encore été mis à jour dans une base de données de virus. C'est ce que ça fait. Là, je vais faire un petit peu de théorie. Normalement, je vais tout de suite dans la pratique, mais il y a un aspect théorique qu'il faut comprendre. Il y a deux façons que le FortiGate va inspecter du trafic. On peut l'avoir en flow-based inspection ou en proxy-based. Le flow-based, c'est comme ceci que ça fonctionne. Donc, le client, initialement, il fait une requête sur un serveur, admettons un serveur web. Il va télécharger un fichier. On fait la requête. Le premier paquet s'en vient dans l'ordinateur. Le paquet numéro 2, paquet numéro 3. En même temps que les paquets rentrent dans l'ordinateur, le FortiGate va bufferer le paquet. Donc, il télécharge en même temps que le client. Une fois que le dernier paquet du téléchargement arrive, le FortiGate va le garder. Il ne va pas tout de suite le relâcher. Il va compléter l'assemblage du fichier. Il va l'analyser. Il va la comparer avec sa base de données virale. Et si c'est clean, il va relâcher le dernier paquet à l'usager. Et l'usager va voir son téléchargement comme complété. Ça, c'est du flow-based inspection. L'autre mode, c'est proxy-based, ici. Donc, dans le proxy, tout part d'une requête toujours. Mais dans ce mode-là, le FortiGate ne va pas tranquillement donner les paquets à l'usager. Il va tous les télécharger dans le FortiGate en premier. Il va l'analyser et après ça, il va l'envoyer à l'usager. Le mode proxy, c'est un mode évidemment qui demande un petit peu plus de ressources. C'est un petit peu plus lent que le flow mode pour l'analyse, mais le proxy, il nous permet d'analyser plus de protocoles. C'est un petit peu plus complet. Il y a un peu plus de fonctionnalités. Donc, il y a des avantages et des inconvénients aux deux méthodes de scanning. Le désavantage, je dirais, qu'on voit dans le proxy inspection, c'est vraiment que l'usager, quand un usager télécharge un fichier, il va se demander pourquoi est-ce que il n'y a rien qui rentre dans mon ordi? Pourquoi est-ce que ça ne télécharge pas puis que ça prend du temps pour mes downloads? Donc, il existe un feature dans le FortiGate, ça s'appelle le Client Comforting. Et le FortiGate peut envoyer du trafic à l'usager pour faire croire à l'usager que le téléchargement progresse même pendant qu'il est en train de télécharger le fichier dans le FortiGate lui-même et de l'analyser. Donc, c'est une fonction qui existe. Ça, c'est nos deux modes d'inspection qu'on peut utiliser.
La prochaine chose qu'il faut savoir, le prochain concept, c'est, vous le savez tous, quand vous allez sur un site web de nos jours, c'est toujours du HTTPS. Je ne sais pas le pourcentage exact, c'est aux alentours des 95% du trafic web, c'est encrypté. Donc, nos usagers, quand ils font des requêtes à un serveur, c'est encrypté. Ce qui veut dire que quand les paquets transigent par le FortiGate, si c'est encrypté, le FortiGate ne peut pas inspecter le payload du paquet, c'est-à-dire il ne peut pas inspecter le contenu. Il n'est pas capable de voir le paquet, donc s'il n'est pas capable de voir le contenu du paquet, il ne sera pas capable d'identifier un virus. C'est pour ça que ça nous prend une fonction qu'on appelle du Deep Inspection. Pour que l'antivirus fonctionne adéquatement sur un Next-Gen Firewall, sur le FortiGate, il faut que le FortiGate soit capable de décrypter les communications entre le client et le serveur. C'est ça qu'on appelle le Deep Inspection. On va regarder comment c'est configuré. Bon. Première chose, on va aller configurer notre profil. Vous pouvez vous créer, il y a certains profils par défaut. Ah oui, puis en passant, le document que je vous montrais, c'est simplement c'est le guide d'études, c'est le study guide du NSE 4 7.2. Donc ça vient directement du training NSE. Anciennement NSE. Le nom a changé, c'est FCP, je crois. Par défaut, on a des profils read-only, No Inspection, Deep Inspection, Certificate Inspection. Nous, on va cloner. C'est un bon point de départ de cloner le profil Deep Inspection. Moi, j'ai créé mon custom Deep Inspection. Bon. Par défaut, il va être comme ça. Je le remets comme qui est par défaut. Par défaut, ça va être configuré ainsi. Donc, ça, on peut laisser les paramètres comme ça. C'est excellent. Multiple clients, connecting to multiple servers. Protecting SSL servers, ça va être pour une future vidéo. C'est une autre méthode d'inspection. Ici, on choisit Pull Inspection. Et là, c'est là qu'il faut faire attention, le CA Certificate. Pour que le FortiGate soit capable de décrypter le trafic, il faut qu'il fasse un man-in-the-middle attack. Et ce que ça représente, c'est que le FortiGate doit se faire passer, doit intercepter la communication et il va se faire passer pour le site web du point de vue du client. Vous allez voir tantôt, ça va faire du sens. Par défaut, c'est le certificat, le CA, certificat de FortiGate qui est à l'intérieur. Ce qui veut dire que si on active le Deep Inspection maintenant sur vos FortiGate, puis là, faites attention. Si vous faites ça, tous les usagers vont avoir une erreur de certificat dans leur browser quand ils vont vouloir aller sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance par défaut. Le magasin de certificats dans les ordinateurs ne fait pas confiance à ce CA-là, le CA de Fortinet. Ce qu'il faudrait faire, ce serait de le télécharger. Et une fois qu'il est téléchargé, il faut aller l'installer dans le Trusted Root CA Store de l'ordinateur. Il faut aller dire au client, à l'ordinateur du client, fais confiance à ce certificat-là. Et s'il lui fait confiance, là, il n'y aura plus d'erreur de certificat. Moi, ce que je fais, c'est sûr que best practice, c'est de ne pas utiliser le certificat par défaut qui vient avec le FortiGate. Best practice, ça va être de créer votre propre certificat. Pour ce faire, moi, j'ai toujours utilisé un serveur PKI. J'utilise mon propre infrastructure de certificat. C'est sûr que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des PKI à l'interne. En général, c'est les entreprises un peu plus matures d'un point de vue en sécurité qui ont une infrastructure PKI et qui peuvent se générer un certificat. Je n'ai jamais essayé de le faire avec un certificat public. Je ne crois même pas que c'est possible parce que le certificat, puis vous allez le voir, on va aller le générer. Le certificat ici qu'on va faire, il faut que ça soit un certificat intermédiaire. Donc, le certificat, c'est un certificat spécial qui a la capacité de signer d'autres certificats. Ce n'est pas un certificat serveur, c'est un certificat intermédiaire qui est
qui est désigné par le root pour être capable de signer. Moi, pour les faire, j'utilise mon Forti Authenticator, qui est mon root CA, c'est un PKI. Donc, simplement, dans mon Forti Authenticator, juste pour vous montrer, ça, c'est mon root CA, c'est vraiment mon certificat racine. Et là, vous voyez, j'ai un Intermediate CA. C'est lui que j'ai créé spécifiquement pour donner le droit au FortiGate de venir signer de venir signer d'autres certificats au nom du root, comme si c'était le root. Comment je le fais? C'est simplement de le créer ici. Admettons, je vais juste vous faire un test juste pour vous montrer. Intermediate CA. Test intermédiaire. Peu importe. Ouais, ça c'est bon. Puis vous voyez, ce qui est particulier, c'est ce certificat-là va avoir la propriété Certificate Sign. Il est autorisé à signer d'autres certificats. Je le génère ici. Une fois qu'il est généré, dans mon cas, je vais l'exporter en format PK12. PK12. Le format PK12 qui contient ma clé privée également. Puis, une fois dans le FortiGate, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir l'importer. Test intermédiaire. Voilà. C'est fait. Donc là, j'ai mon test intermédiaire qui serait disponible si je voudrais l'utiliser. Là, je vais le déliter, je ne veux pas le garder. Je vais aller supprimer ça ici. Parfait. Une fois que c'est fait, on va revenir au profil de Deep Inspection. Oh, pas lui. Donc, moi, j'ai mon certificat qui est appliqué là. Mon ordinateur doit faire confiance au root. Donc, le root CA ici, IAM01 root, doit être installé. Puis ça, je vais vous le montrer. Ça doit être installé dans le Trusted Root CA Authority. Donc, il est là. Il est installé ici. Ce qui veut dire que mon ordinateur va faire confiance à n'importe quel certificat qui serait signé par ce root CA-là. Et mon intermédiaire qui est désigné de confiance par mon root va être capable de signer aussi. Et donc, l'ordinateur va également lui faire confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que ça c'est fait, quoi d'autre qu'on a? Bon. Ça, je laisse. On peut jouer avec ces paramètres-là, mais je les laisse par défaut, à moins qu'on aurait un problème. Vous allez voir ici, il y a des exceptions par défaut qui sont faites. Parce que quand on fait du Deep Inspection, on ne veut pas Deep Inspecter tous les sites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le décryptage et le réencryptage de paquets, c'est une des opérations les plus difficiles pour un firewall à exécuter. Ça demande beaucoup de processing power. Heureusement que les FortiGate, on a des ASIC chips. Donc, c'est comme des cartes graphiques dans un ordinateur, mais c'est des chips spéciales dans le firewall qui permet de prendre en charge certaines opérations pour venir décharger le processeur. Donc, ça aide beaucoup. Mais malgré tout ça, c'est quand même une opération qui est difficile pour un firewall. Donc, on veut essayer d'optimiser notre Deep Inspection. Donc, on veut venir exclure certains trafics par défaut, comme par exemple Microsoft Teams. C'est des appels vidéo, c'est des elephant flows, c'est des gros flows. YouTube, Teams, Zoom, toutes ces choses-là, c'est beaucoup de data et il faut se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment deep inspecter du vidéo? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis ça va avoir un gros impact sur la performance du firewall si vous inspectez du vidéo ou non. Donc, c'est ça qui... Ici, par défaut, il y a déjà ces profils-là qui sont exclus.
Il y a un autre aspect qu'il faut comprendre aussi, c'est le certificate pinning. Il y a certaines applications comme Dropbox, par exemple, je le sais. Certains fabricants d'applications vont venir insérer un certificat qui est built-in dans l'application. Donc, si vous installez l'application Dropbox, c'est impossible de deep inspecter le trafic parce qu'ils font du certificate pinning. Le certificat, il est dans l'application, donc on ne peut pas venir s'insérer entre les deux. On ne peut pas faire de man in the middle dans ce contexte-là. Donc, c'est pour ça que par défaut, Dropbox est exclu parce qu'ils font du certificate pinning. Puis, il y a aussi, on a Microsoft, Apple, Android. Et on a des catégories comme Finance and Banking pour des questions de regulations. On ne va pas deep inspecter les transactions bancaires des gens. Il faudrait valider. Je suis pas mal sûr qu'il y a des pardonnez mon anglais, mais je suis pas mal sûr qu'il y a des regulations par rapport à ça. C'est pour ça que ces catégories-là sont exclues. Puis vous pouvez en rajouter d'autres aussi si vous voulez. Et voilà, donc ça, je les laisse tous par défaut pour commencer. Bon, ce qui est un autre aspect qui est important de comprendre avec le Deep Inspection, c'est que c'est une best practice de le mettre en place. Oui, parce que sinon, les signatures antivirus ne pourront pas être analysées étant donné que tout le trafic est encrypté. Le profil antivirus servira presque à rien si on n'a pas le Deep Inspection. Mais sachez que ça demande de la maintenance, ça demande du travail, ça demande une mise en place. C'est pas en claquant des doigts qu'on va l'implémenter. Et également, ça demande une performance supplémentaire à votre firewall. Donc, tout dépendant du nombre d'usagers que vous avez, si vous n'aviez pas le Deep Inspection avant ou maintenant, ça va avoir un coût en performance et ça pourrait vouloir dire que potentiellement, vous devriez acheter un firewall plus puissant si vous avez trop de gens, si ça ne fournit pas. Donc, c'est tous des aspects à tester et à valider de votre côté. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque année, les browsers comme Google Chrome, Firefox, tous les grands browsers vont souvent faire des mises à jour, des mises à jour du SSL et du TLS. Et des fois, ça va arriver que le Deep Inspection va briser. C'est comme ça avec toutes les next-gen firewalls. Des fois, il y a des mises à jour de browser, et ce qui fait que le Deep Inspection ne marche plus. Donc, il faut attendre le temps que Fortinet fasse une nouvelle mise à jour pour corriger le Deep Inspection, pour que ça se remette à marcher, pour que ça soit compatible avec les nouveaux paramètres que les browsers ont mis en place, les nouveaux paramètres de sécurité. Donc, c'est toutes des choses. C'est pour ça que ça demande de la compétence pour le mettre en place, ça demande du temps et ça peut nous apporter à faire des maintenances, des maintenances de temps en temps à cause de certaines mises à jour des browsers. Bon, maintenant qu'on a parlé du Deep Inspection, là, on va tomber dans le profil antivirus. Moi, je me suis créé un profil ici. Premièrement, moi, je le fais en Flowbase. J'aime la performance du Flowbase. Vous voyez, si on le met en proxy, on débloque 2 protocoles supplémentaires à inspecter. Moi, j'inspecte juste le HTTP dans mon cas, mais le FTP peut être intéressant. Le CIFS aussi, le protocole de File Transfer, ça faites attention. Le CIFS, si vous inspectez ça, c'est sûr que ça va manger un coup de performance dans votre firewall. Mais moi, principalement, c'est le trafic nord-sud, le trafic web HTTP qui m'intéresse. Donc, c'est lui que j'ai sélectionné. Là, on en arrive au fameux sandbox. Le fameux Send Files to FortiSandbox. Encore une fois, pour que le FortiGate puisse envoyer des fichiers à détonner dans le sandbox, eh bien, il faut que le Deep Inspection soit là aussi. Donc, le sandbox, comment on l'active? En 7.4, je vois qu'il y a une option. Ils ont mis une option graphique FortiGate Cloud ici, mais en 7.2, c'était en ligne de commande, donc vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Je pourrais même vous mettre le lien dans la description. Il y a une commande en CLI qu'on fait pour
l'activer. Ici, dans le Sandbox, ça prend une licence. C'est la licence qui vient avec le bundle UTP sur vos FortiGate. Donc, la plupart des gens l'ont. Donc, vous pouvez l'activer. Inline Scan, ça, c'est une autre. Ça demande une licence spéciale et ça demande une instance complète de FortiSandbox. Ça ne va pas fonctionner avec le Sandbox de FortiGate Cloud. Puis là, ici, on peut voir les fichiers qui ont déjà été envoyés dans le FortiSandbox. Donc, une fois qu'il est activé ici, ah oui, en passant aussi, une autre chose, vous pouvez, si vous vous connectez en ligne, est-ce que je peux le voir ici? Ouais, je vais vous montrer. Quand vous vous connectez, dans le fond, initialement, vous allez venir dans FortiGate Cloud. Le FortiGate Cloud, il y a le service gratuit qui vient avec toutes les FortiGate, avec tous les bundles UTP. Vous avez le FortiGate Cloud gratuit. Ça vous permet d'avoir une certaine forme de gestion par le cloud de vos firewalls. Un petit disclaimer que je fais depuis le 1er novembre 2024, le FortiGate Cloud gratuit que vous avez, il y a une mise à jour qui a été faite qu'à partir de maintenant, il faut juste faire attention, on ne peut plus. Les mises à jour de firmware vont se faire automatiquement. Si on le voit, je vais juste le mentionner. Firmware Profile, ici. Les mises à jour de firmware se font automatiquement sur les FortiGate qui ont la subscription gratuite. Donc, si vous voulez l'éviter, moi, initialement, je me connecte une fois. Je me connecte à mon FortiGate Cloud au moins une fois pour que je sois capable de le voir apparaître, pour que mon FortiGate apparaisse ici. Moi, c'est mon 90G. Au moins, je me connecte une fois, je le vois apparaître. Et après ça, je peux juste me désabler. Et là, j'ai désactivé le management pour pas que le FortiGate Cloud ne fasse une mise à jour automatique de mon firewall. C'est une décision personnelle. Moi, c'est comme ça que je le préfère. Je préfère faire mes propres mises à jour manuellement. Une fois qu'il est là, on peut cliquer dessus, on double-clique, et là, on arrive dans le Sandbox. C'est là qu'on va voir les statistiques, c'est là qu'on voit tous les fichiers qui sont envoyés dans le Sandbox par notre FortiGate. Puis, File Records, on voit l'historique de nos fichiers qui ont été envoyés, est-ce qu'ils étaient clean ou pas clean. Donc, c'est vraiment intéressant. Une chose à noter aussi, il y a beaucoup de choses à noter, c'est qu'il y a une limitation. Dans le fond, chaque modèle de FortiGate va avoir, avec le service de FortiGate Cloud qui vient avec la licence UTP, ils ont une limite de fichiers qu'ils peuvent envoyer par minute et par jour. Comme moi, on voit du modèle 30 à 90. Moi, c'est un 90G. J'ai le droit de détonner 5 fichiers par minute et 7200 par jour. C'est ma limitation. Plus que le modèle est gros, plus qu'on a des grandes limitations. Donc, ça, c'est important à garder en tête aussi. Une fois que ça, c'est fait, on revient à notre profil antivirus. Ici, là, la question qui tue, c'est quelle option je mets? Suspicious File ou All Supported File? Moi, je préfère Suspicious File. Puis, il y a un petit article ici qui l'explique, la différence. All supported file, all files matching the file types defined in the scan profile of the FortiSandbox. Suspicious file, ça va juste être files classified by antivirus as having any possibility of active content. Donc, l'analyse antivirus se fait en premier. Une fois que la base de données antivirus a analysé le fichier, c'est là que le sandbox arrive. Et si l'antivirus détecte qu'il y a une possibilité que le fichier soit malicieux, c'est là qu'il l'envoie au cloud, au FortiSandbox. C'est la méthode qui est recommandée parce que ça va optimiser, ça va juste envoyer des fichiers qui sont plus sérieux,
Puis ça va vous permettre de ne pas trop utiliser votre limite par jour que vous avez. Donc, je le mets à Suspicious File. On peut exclure des fichiers qu'on ne voudrait pas envoyer dans le sandboxing. Moi, j'active ça, d'utiliser la base de données du Forti Sandbox, de tous nos résultats sandbox pour améliorer vos détections. Et la quarantaine, ça, c'est que s'il y a un poste qui aurait téléchargé un fichier et que le sandboxing l'a détecté malicieux, je veux le mettre en quarantaine. Donc, ça ressemble à ça, mes paramètres ici. Une fois que c'est fait, je vais venir la mettre dans ma règle ici, VM01, Deep Inspect Internet. Voici ma règle. Bon, vous voyez, j'ai l'antivirus et mon custom Deep Inspection. De quoi ça ressemble d'un point de vue résultat final? Ici, là, je vais vous montrer. Donc, si par exemple, disons que je vais sur Wikipédia. Bon, je suis sur Wikipédia. Comment on sait si le Deep Inspection marche bien? Numéro 1, on va regarder le certificat. Donc là, vous voyez, c'est bel et bien le common name, c'est wikipedia.org. Mais regardez qui l'a émis. C'est mon FortiGate 01 Deep Inspect. C'est mon certificat intermédiaire qui a signé ça ici, là. On voit mon root, mon IAM01 root, qui a désigné lui comme intermédiaire et mon intermédiaire a re-signé. Donc, c'est là qu'on a le man in the middle attack. Et je n'ai pas d'erreur de certificat quand je vais sur Internet parce que je fais confiance à IAM01. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est quoi qui arrive? Une fois que tout ça est en place, pourquoi que c'est le fun? On va aller télécharger un virus de test, juste pour voir qu'est-ce qui arrive. Donc, disons que je télécharge lui. Vous voyez, même avant que moi, je suis en flow mode, souvenez-vous. Même avant que le virus se rende à mon ordi, puis en fait, il n'y a jamais rien qui s'est rendu à mon ordi, ça s'est arrêté au FortiGate. Le FortiGate a détecté le virus et il l'a bloqué et il m'a renvoyé une page d'alerte. Donc, mon firewall devient un layer de plus, une couche de plus d'analyse de virus dans mon architecture de sécurité. Et puis ça, c'est best practice de le mettre en place. Mais, encore une fois, c'est pas pour toutes les entreprises, c'est pas pour tout le monde, ça sera pas convivial ou possible pour tout le monde de le mettre, pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Donc, ça sera à vous de voir, est-ce que ça fait du sens pour vous de mettre le Deep Inspection en place? Est-ce que vous avez les ressources? Est-ce que vous avez le désir et le temps à mettre pour mettre le Deep Inspection en place? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Encore une fois, ajoutez-moi sur LinkedIn si vous voulez recevoir toutes les futures mises à jour de best practice que je vais publier.